Merci d'être ici aux Subsistances. Les Subsistances, c'est un site qu'on partage, nous, les Subs, en tant qu'institution culturelle, avec l'École nationale supérieure des beaux-arts, qui sont juste ici, entre ces murs. Les Subs, on est un lieu de création dédié à la jeune création artistique et à la jeune création pluridisciplinaire, qui navigue entre différentes disciplines, théâtre, musique, cirque, danse et art visuel. On est très heureux d'accueillir la Fondation Aya. Je suis également très heureux de vous retrouver et donc un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. La Fondation s'est intéressée à tout ce qui relie finalement les paramètres d'aménagement de nos villes et la santé collective. Je vais laisser la parole à Christine O'Haraud-Boval qui travaille à mes côtés à la Fondation en tant que directrice déléguée de la Fondation, directrice de la recherche en sa qualité d'historienne de la ville contemporaine. Elle va donc vous présenter plus en détail notre sujet de ce soir et nos intervenants, Khaled et Madeleine, que je remercie aussi pour leur présence. Merci Marie, merci Olivier. Alors c'est vrai que les rendez-vous de la Fondation, c'est aussi une opportunité pour nous de partager avec vous nos thèmes de recherche. Et ce soir, le thème qu'on a souhaité partager, c'est le thème de l'hospitalité, ou plutôt de l'inhospitalité, tel qu'on le perçoit aujourd'hui des villes, que nous avons choisi de mettre en avant. Et c'est la seconde fois. La première rencontre sur cette thématique a eu lieu en décembre. On avait eu l'occasion d'inviter une architecte qui s'appelle Chantal Dekmin. Et elle était venue partager son travail avec des personnes sans abri, dans une grande précarité. Et ce travail avait lieu à Marseille. Alors Marseille, je le rappelle quand même, j'ai regardé le classement de Marseille par l'Observatoire des inégalités sur les 20 secteurs les plus pauvres de France métropolitaine. Les 7 premiers sont à Marseille. Donc le sujet avait quand même évidemment toute sa pertinence. Et elle a souhaité nous montrer que le regard croisé de l'architecte et de ces personnes qui sont des personnes sans abri, donc qui sont les plus vulnérables finalement aux aléas et à la violence de la ville, puisqu'elle se situe majoritairement dans la rue. C'était intéressant parce que ça nous aidait à comprendre la nécessité de concevoir autrement pour maintenir le lien social, pour favoriser la réhabilitation de ceux qui en ont besoin et pour accueillir toutes les vulnérabilités. Il y a des constats qu'on avait faits. Le premier, c'était finalement de se poser la question, est-ce qu'on est malade de nos villes? Et le deuxième, c'était de constater qu'à tous, à un moment donné dans notre vie, on peut être confronté à une forme de vulnérabilité. Et pour faire face à ces difficultés, eh bien, en fait, il faut déjà accepter que c'est traiter de sujets de santé globale, donc de santé physique, de santé sociale et de santé mentale. Et ce soir, donc, on convient Khaled Alouera, qui est architecte et artiste, et Madeleine Mas, qui est architecte et urbaniste. On a souhaité avancer un peu plus dans cette réflexion, donc, que je vous livre. C'est finalement comment est-ce qu'on peut profiter de toutes les opportunités spatiales pour créer des vides et des pleins qui ont du sens et qui favorisent ce qu'on peut appeler en philosophie l'accueillance. Alors en effet, ça peut être une réflexion comme ça qui a l'air un peu très philosophique, mais en fait, c'est aussi une approche qui est extrêmement pragmatique du projet. Et on a des outils d'aménagement aujourd'hui, qu'on appelle des cahiers des charges, qui vont intégrer majoritairement des mesures de rentabilité ou des mesures de rentabilité foncière ou financière. Et en fait, il faut dépasser ce biais pour favoriser l'intégration dans ces mêmes documents d'une vision qui est plutôt préventive et holistique. Alors attention, il ne s'agit pas de réinventer tout le système, mais au contraire, peut-être de se baser sur des matrices qui existent déjà pour faire évoluer la pensée et intégrer des indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer aussi des paramètres d'aménagement en termes de lien social, de bien-être, de valeur du sol, de sécurité alimentaire, de justice sociale. En fait, tout ça, aujourd'hui, finalement, ça reste assez dilué dans des études qui sont compartimentées et qui ne sont pas visibles dans une grille de lecture qui va favoriser la prévention plutôt que la réaction et faire que la politique de la ville, et j'insiste aussi, et le langage architectural, puisqu'il y a un langage architectural associé aussi après à des partis pris dans cette politique de la ville, ne soit pas que de la construction. Et alors c'est marrant, en préparant, alors j'avais déjà écrit cette phrase et j'ai trouvé la meilleure citation possible pour l'illustrer, et je vous promets que c'est la vérité, c'est finalement Corbu qui a dit
L'architecture est un fait d'art et un phénomène qui suscite l'émotion au-delà des problèmes de construction. Je trouve ça intéressant quand même de se le rappeler. Alors maintenant que vous savez à peu près où on veut aller, je vous propose d'explorer donc avec nos invités comment s'accomplit déjà tout cela. Alors parfois à très petite, mais aussi à très grande échelle. Donc vous êtes ce soir, Madeleine et Khaled, pour moi, enfin, je trouve j'ai été très, très sensible à nos échanges, nos ambassadeurs d'une vision qui est à la fois éthique et esthétique, et c'est ce qui nous rassemble, mais du projet, pour faire du projet, pour que les villes restent, il ne faut pas l'oublier, vivables et habitables. Olivier voulait en préambule présenter quelques chiffres sur la congestion dans laquelle on peut bientôt se retrouver dans les villes. Et effectivement, on n'a peut-être pas insisté sur le côté dramatique des 4 milliards d'êtres humains qui vont bientôt vivre en 2045 dans les métropoles. Mais ça reste quand même une question qui est cruciale. Pourquoi on se la pose aujourd'hui ? C'est aussi pour ça, en fait, qu'on se la pose, c'est qu'à un moment donné, il va vraiment falloir faire l'exercice de vivre ensemble. Et il faut trouver des opportunités intéressantes que vous nous présenterez à la fois sur le refuge, mais aussi sur le temps court, le temps long, sur l'intégration de toutes les compétences, de l'expert à l'habitant aussi, et de toutes les sensibilités. Donc, je commence par toi, Khaled. Tu as un parcours entre Damas, le Liban, la France, et où ton travail d'architecte aussi et d'artiste explore des contextes qui sont souvent marqués par le déplacement et la transformation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà ce cheminement et nous dire comment ton expérience t'a conduit à t'intéresser à la manière dont l'art et l'architecture, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, peuvent répondre à des situations d'urgence ou de crise? Merci d'être là. Je suis vraiment ravi d'être ici. Je suis architecte et artiste syrien, cofondateur et responsable créatif d'UV-Lab. UV-Lab est fondé en 2014 entre la Syrie et la France. Elle relaie l'art, l'architecture et l'œuvre participative dans les lieux publics. L'idée de refuge habite nous geste de la départ. Pour moi, l'architecture n'est pas un acte de domination de l'espace, mais un acte de soin. Concevoir, c'est d'abord prendre soin de ce que vont habiter, traverser ou revivre le lieu. Alors, j'ai commencé en Syrie, je travaillais un peu dans les boîtes d'architecture entre Syrie et Liban. Et c'était bizarre de travailler comme un architecte pendant la guerre. C'était vraiment intense. Alors, j'ai quitté les boîtes d'architecture. J'ai trouvé à l'époque c'est pas pour moi. Et je commençais dans le monde des festivals musique électronique parce que c'était les endroits qui permettent d'expérimenter avec les mains. Ça veut dire je peux créer faire les conceptions et travailler avec les mains pour faire cette conception en réalité. À l'époque, les questions des sustainability, environment, n'étaient pas présentes au Syrie et au Liban, mais parce qu'on était des artistes pauvres, alors notre principe c'était de travailler avec les matériels de récupération. Ça veut dire on monte un œuvre, on démonte, on réutilise cet matériel pour un autre projet. Peut-être le plus important projet au Liban, en effet, c'était la réponse pour les réfugiés syriens au Liban. C'est vraiment une drôle histoire. J'avais ce mec au téléphone, il m'a dit on a un petit budget pour faire un événement autour de bois. C'était pour la Fondation internationale de les bois, je ne sais pas. Et ils ont demandé un événement dans un camp de réfugiés au Syrie pour faire quelque chose avec les bois pour les enfants. Elle m'a dit j'ai $2000. Je dis
Mais avec ce $2000, on peut créer quelque chose, on peut monter une structure, un cabane. J'ai posé la question, est-ce qu'il y a une école dans cette camp? Parce que là aussi, c'était vraiment compliqué pour les réfugiés syriens à l'époque, envoyer son enfant à l'école. Il m'a dit non, tout à fait, il y a cette école dans un tente. Je dis avec $2000, on peut construire, on peut acheter le matériel et construire avec les habitants de cette camp une école. Et là, c'est là la première, en bas, première à gauche, c'était la première classroom, en effet. Je passais une semaine dans cette camp. On a fait la conception avec les habitants, fait à mesure dans cet petit espace qu'on est, acheté le matériel et on a monté cette école pendant 7 jours. Et là, après, on a monté 4 classrooms individuels et un library, centre culturel. Et le plus grand projet, c'était là, la dernière, en image gros, c'était une école complète. Il y avait 12 classrooms, je crois, et cet espace communal. Le plus important, ce n'est pas seulement d'offrir un toit, mais redonner un sentiment de dignité. L'acte de construire devient en soi une forme de gestion. Les gens participent, partagent leur histoire, leurs gestes, leurs rêves. C'est cette approche que j'essaie de prolonger aujourd'hui avec UV-Lab. Faire de l'architecture en langue commune, accessible, où l'espace devenir en possibilité de réparation, de transmission et d'émancipation. Petit à petit, on a commencé vers l'art urbain, faire les œuvres artistiques dans les contextes urbains, dans les villes. Peut-être la première vraiment grand projet dans la ville, c'était Kraken, ici aux Subsistances. C'était les plus gros œuvres urbains dans la ville. C'était une œuvre participative avec les étudiants et étudiantes de la Beaux-Arts ici. La plupart de la matériel de habillage, c'était des matériels de récupération. Cette œuvre, c'était un peu, en anglais, on dit show muscles. Je ne sais pas en français, c'est vraiment fait les plus gros. Oui, c'était des superlatifs, quoi. C'était accumuler les superlatifs. Voilà, exactement. Les concepts, c'était vraiment, on a fait une analyse de la mouvement des gens dans cette esplanade, parce que c'était la question, c'est immense esplanade. Comment on va vraiment faire quelque chose qui relie ces différents bâtiments et en même temps fait un genre de, parce qu'elle est un pavillon aussi, comment faire un espace qui va accueillir des gens, qui va accueillir des spectacles. Et en même temps, c'est une œuvre d'art monumentale. C'était un chantier vivant. On a compris que l'architecture peut devenir un geste de hospitalité, un refuge collectif à la fois physique et symbolique. Et on est en train de comprendre c'est quoi l'art urbain. Pourquoi on fait tout ce travail? Parce que chaque fois on monte un projet, on voit les gens comment habiter cet espace, comment cet espace est changé, comment interroger son imagination. C'est vraiment un great feeling. Justement, je reviens sur ce point, enfin sur 2 points. Le premier, c'est, donc tu parles d'une collaboration avec les enfants, puis les étudiants, puis cette collaboration après aux subsistances Show Muscles, as you said.
C'est quoi cette collaboration? Finalement, comment est-ce qu'elle s'établit, cette collaboration? Je pense qu'il y a 2 volets. Il y a le volet de la collaboration et le montage de ces projets, qui est en soi fondamental, puisqu'il mobilise, en fait, comme je disais tout à l'heure, des experts et des non-experts. Donc, comment vous collaborez? Et deuxième partie de la question, effectivement, comment c'est perçu après? Et là, c'est 2 types, finalement, de public que tu adresses en tant qu'artiste dans la collaboration et en tant qu'artiste dans l'utilisation après de l'œuvre. Comment est-ce que ça se... Je vais passer de 7 projets parce que je crois qu'elle va répondre les questions. Il s'appelle Ensemble. Il a été créé à Montpellier cette année. C'était notre premier projet pérenne. Alors l'idée de ce projet, c'était vraiment travailler avec les habitants. Elle était créée dans un quartier qui s'appelle Mousson, à Montpellier. C'est un quartier banlieue. 80% de l'habitant vient d'origine marocaine. Alors déjà, dans la première étape de ce projet, on a rencontré les associations locales et on a parlé avec cette association juste pour comprendre le quartier, comprendre les besoins de l'agent. Alors, les concepts, elle est né de cette parole. Quand 80% de les habitants viennent d'origine marocaine, alors on a choisi Zélige. Zélige, c'est les mosaïques céramiques traditionnelles marocaines. C'était ça le concept. Et on est passé un mois dans ce quartier. On a fait un genre d'atelier ouvert avec les habitants pour créer des carreaux, des éliges. On commence de zéro. On a travaillé avec les clays, c'était quoi en français, l'argile, on a travaillé avec l'argile et tous les processus pour faire les éliges traditionnelles avec les habitants. Je crois que ce projet-là, c'est tout c'était le moment voilà, qu'on ait vraiment comprendre c'est quoi on aime faire, comment on peut travailler avec les gens. Parce que ce n'était pas juste les carreaux. On a travaillé avec 200 personnes et on a fabriqué 8000 carreaux des éliges. Et aussi, on a créé un logiciel pour faire parce que là, il y a des panneaux pour faire vraiment les designs de chaque carreau. Et on a travaillé avec les habitants on a créé les petits carreaux des éliges, mais comment aussi on fait des panneaux avec eux. Qu'est-ce qu'elle fait cette œuvre? C'est-à-dire qu'elle a une utilité en termes de mobilier urbain ou quelque chose? Voilà, il y a un mobilier urbain, il y a des chaises aussi, il y a des banques autour de la structure. L'idée, c'est créer un point de contemplation, point de rencontre aussi avec les banques, les gens pour rencontrer, contempler cette parc et l'œuvre. Ces 3 projets rencontrent un mouvement, transformer la fragilité en force collective et l'espace public en lieu de lien et de poésie partagée. C'est un petit projet, mais aussi c'était vraiment intéressant parce que c'était la première fois on commence un projet sans avoir un concept, un dessin. C'est dans l'espace, elle s'appelle Lieu public, Cité des Arts de la Roue à Marseille. C'est dans le 15e, c'est un des quartiers les plus pauvres à Marseille. Elle fait un chantier d'insertion. Alors, on a travaillé avec 10 salariés de ce chantier d'insertion. L'idée, c'était faire des ateliers et pendant cet atelier, créer un projet. On vit dans cette ville, mais comment on peut inviter les gens à participer à changer cette ville? Voilà, je crois que c'est ça la question qui vraiment nous intéresse. Les œuvres, les dernières que tu as présentées,
sont des œuvres il y a des commanditaires de ces œuvres. Comment est-ce que tu arrives à travailler avec ces commanditaires? C'est-à-dire, qui te commande l'œuvre et dans quelle liberté, finalement, tu arrives à travailler en créant ce lien, après, que tu précises avec les habitants à Montpellier et là aussi à Marseille avec les personnes en réinsertion? C'est vraiment différent parce qu'on a fait les appels d'offres beaucoup, mais la plupart de ces projets, c'est vraiment... ils nous appellent, par exemple, lieu public. Et on est vraiment, je crois, on a la chance c'était toujours, on a un genre de carte blanche pour faire n'importe quoi on peut. Tous ceux qui sont arrivés dans ce lieu ont pu découvrir l'œuvre qui s'appelle Arcadia, sur laquelle je veux bien qu'on revienne. Alors moi, j'ai regardé Arcadia. Alors tu me diras si j'ai raison. Ça fait référence donc en grec ancien à l'Arcadie. Et l'Arcadie, c'est une terre utopique, idyllique, pastorale et harmonieuse. Donc voilà, je te laisse nous en dire un petit mot. Alors, déjà, c'est difficile à imaginer parce qu'avant Arcadia, c'était Kraken dans le même espace. C'est difficile à imaginer un nouveau projet dans un espace qu'on a déjà travaillé. Alors, c'était la première challenge. Comme je dis, Kraken, l'idée, c'était show muscles, fait les plus gros, les plus beaux, je ne sais pas quoi. Là, Arcadia, c'était une histoire différente. Pour nous, Arcadia, c'était comment, cette fois, on peut faire un projet qui répond vraiment de la besoin de site. Et là, c'est un projet qui va rester pendant 3 ans dans les sites. Il va ici faire respect de la site, pas être imposante, parce que le Kraken, c'était imposante. Elle mange le site. Mais là, Arcadia, presque, il y a cette sensation, elle était toujours là, elle entre bien dans le contexte de cette esplanade. Et pendant la phase de concept, le design, on est passé un jour complet brainstorming avec toute l'équipe de Soups. C'était un jour vraiment intéressant. Juste pour réfléchir, c'est quoi ce nouveau projet, c'est quoi vraiment le besoin de site. On a parlé de tous les spectacles toutes les choses qui passent dans cette esplanade. Et c'était vraiment dans cette conversation, l'idée est née. OK, il faut avoir un espace versatile qui crée plusieurs nouveaux points de vue pour les sites, plusieurs points de rencontre. Et là, c'était là l'idée des terrasses. Elle était vraiment, c'était évidente. Et là, je crois que c'était ça l'idée principale pour vraiment faire des terrasses un peu chaleureux pour les gens, pour monter, découvrir, rencontre. En même temps, cette terrasse peut servir comme différents points de vue pour les spectacles. Arcadia, les titres, elle était née de cette rêve d'avoir un espace accueillant, imaginaire, qui les gens peuvent viennent, rencontrent les gens, reposent, assister à un spectacle. Avec Arcadia, on a voulu prolonger cette idée, mais dans les temps. C'est une œuvre évolutive, une sorte d'écosystème architectural qui grandit chaque année, où l'on explore les questions de soins, d'inclusion et de l'utopie concrète. Arcadia respire, se transformer, accueille d'autres artistes, d'autres publics.
Je t'avais un peu taquiné sur le sujet d'Arcadia en disant mais on est presque quand même dans une réponse qui est très très architecturale finalement. Alors que beaucoup moins, comme tu disais, dans le Kraken, quoi. C'est la évolution, we grow up, on dit en anglais. Si tu reviens à l'architecture, là. Ouais, Attention. exactement. Bon, merci beaucoup, Rajet. Merci. Je m'adresse maintenant à toi, Madeleine. En quelques mots, est-ce que tu peux commencer peut-être par nous expliquer un petit peu ton parcours, hein, pareil, d'architecte et d'urbaniste, et les sujets qui t'ont mené à la ville, qui sont liés quand même à une certaine forme de complexité. Tu nous en diras plus, mais voilà, si tu peux nous en parler un peu. Alors, donc je suis architecte urbaniste. Quelques mots sur mon parcours. Je me suis intéressée assez tôt aux questions de l'architecture et de la ville. Alors moi, dans mon enfance, j'ai dû quitter certains lieux, j'ai dû déménager. Je me suis confrontée à ce qu'on ressent quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, et qu'est-ce qui fait qu'on se sent attaché ou pas à ces villes-là, ces territoires-là. J'ai commencé à faire une école d'architecture parce que j'avais envie de faire de l'architecture, mais je me suis rendu compte très vite que ce n'était pas les bâtiments et l'architecture qui m'intéressaient. Donc là, je me suis dit que j'étais mal barrée. Je m'étais engagée dans ces études et je m'intéressais à ce qui était un espace qu'on a du mal à nommer, qui est l'espace non bâti. C'est-à-dire qu'on parle du bâti et du non bâti. Et à la fin de mes études d'architecture, je me suis dit, je vais aller travailler dans une agence d'urbanisme, ce qui était j'étais un peu un ovni pour mes camarades de promotion, parce qu'ils pensaient que j'allais faire du PLU, du réglementaire, voilà, des choses un peu pas très drôles sur le papier, même si elles sont indispensables. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment tous ces espaces qui nous entourent, qui enveloppent et qui encadrent les bâtiments, qui étaient le sujet d'étude de mes études d'architecture, et la façon dont on les vit, on les pratique, et le sentiment d'appartenance, la façon dont on se sent bien ou pas bien. J'ai commencé à travailler dans plusieurs agences, et j'ai travaillé notamment dans une agence qui a quand même vachement influencé ma pratique, qui est une agence qui s'appelle AREP et qui s'occupe notamment des gares et des abords de gares. Et donc j'ai été amenée à beaucoup travailler sur les questions de mobilité, d'intermodalité, et du coup de la façon dont on peut rendre ou pas les parcours intuitifs quand on sort d'un métro, quand on sort d'un train, quand on doit prendre un bus, quand on doit faire les fameuses ruptures de charge, voilà, quand on passe d'un espace intermodal à l'autre. Et ce qui m'a interrogée, c'est toute cette ergonomie, cette façon dont on pratique l'espace public. Qu'est-ce qui peut le rendre agréable, intuitif, confortable, et qu'est-ce qui, au contraire, nous crée des sensations de stress, qui nous déstabilisent, qui nous détournent, qui nous rend un peu perdus, etc., etc. J'avais toutes mes idées de l'urbanisme, ma pratique d'architecte urbaniste, etc. Et puis, de manière tout à fait banale, j'ai eu des enfants un jour. Et j'ai amené mes enfants pour la première fois, notamment ma fille, à la crèche. Et tous mes principes de praticienne, justement, de l'urbanisme, ont été un peu bouleversés. Parce que je me suis rendu compte de la façon dont pouvait être vécu l'espace par autre chose qu'un adulte qui va travailler, et par une petite personne qui semblait un peu vulnérable, et la façon dont le décor urbain est adapté plutôt pour les actifs, plutôt pour l'heure de pointe, et plutôt fabriqué pour aller vite aussi et pour se déplacer en voiture, et que du coup on oubliait toute une partie de la population qui habite en ville. Alors moi c'était l'enfant qui a été ma réaction, mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait tout un tas de publics très différents qui n'étaient pas adressés à cet espace urbain. Donc ça a démarré comme ça. Et je me suis rendu compte aussi qu'une grande partie de la pratique de l'immobilier, c'est ça qui génère et qui façonne les villes au quotidien. Donc la promotion, l'aménagement, voilà, tout le cadre bâti est un peu la règle d'or. Et ensuite, il y a les espaces qui restent. Voilà. Et on doit composer avec ces espaces qui restent. Et ça m'a incité à m'engager de manière beaucoup plus forte sur ces réflexions, les réflexions de l'espace non bâti, mais surtout la façon dont on conçoit et on accompagne les espaces qui sont là. Et je me suis dit, à qui s'adresse la ville en fait, pour qui elle est faite, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire. Donc voilà, c'est un peu parti de ça. Et donc, je me suis un peu lancée dans une aventure entrepreneuriale avec une super équipe. On a monté une agence qui est dédiée à ces réflexions-là et à accompagner, que ce soit des collectivités, des promoteurs, des aménageurs, des acteurs qui soient publics et privés, sur des réflexions d'usage, d'exploration, de définition de ces espaces qui nous entourent. Aujourd'hui, ce qui devrait nous guider dans tous les projets urbains, architecturaux, mais surtout urbains,
c'est de résoudre 2 problématiques. La première, on en a un peu parlé, mais tu l'as évoqué dans ton introduction, c'est la question de l'habitabilité de nos territoires, l'habitabilité de nos villes. Il fait de plus en plus chaud, on a de plus en plus de vulnérabilité, on a des risques à gérer, on est de plus en plus nombreux dans les centres urbains. Donc il faut cohabiter ensemble. Et du coup, il y a à la fois résoudre cette problématique du climat et de la crise environnementale, mais aussi il faut habiter tous ensemble et du coup embarquer la question du lien social. Et c'est une notion qui a un peu disparu dans nos centres urbains. À force d'avoir une ville hyper efficace au service de la vitesse et du travail, une ville pour les actifs, on a oublié de remettre en œuvre des lieux de la fabrique du lien social. Des lieux où on se rencontre, on peut engager une discussion sur le trottoir sans gêner les autres. Alors quand on a une poussette, n'en parlons même pas, mais aussi je pense aux personnes qui sont en mobilité réduite. D'arriver à fabriquer des espaces qui ne sont pas faits pour une fonction vraiment au service de voilà, l'activité, mais des espaces où on peut se ressourcer, où on peut se réfugier, où on peut échanger et on peut recréer des liens avec les autres. Et les espaces communs en ville doivent servir à ça, à refaire société. Et on voit tous les sujets aujourd'hui auxquels on est confronté, politiques, mais pas que. Cette question du lien social, elle est absolument fondamentale. Et on l'a un peu oubliée. Donc, il y a des collectivités ou des acteurs qui sont très en attente d'engager des nouvelles réflexions, d'avoir des nouvelles formes d'urbanisme, des nouvelles formes de projets urbains qui intègrent cette question de l'inclusivité et d'embarquer le plus d'usagers possible sur ces espaces. Et puis, il y a d'autres acteurs qui sont encore un petit peu en tension sur ces sujets-là, parce que ça pose la question de la place de la voiture, qui est vraiment l'espace central dans beaucoup de villes. Comment on fait pour desservir nos métropoles, nos centres denses, etc. Et en fait, quand on parle de cohabitation, le sujet, c'est le dosage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à réduire les conflits d'usage en ayant une meilleure approche ou une approche plus fine de la science de l'espace public. Et on a un peu oublié cette science. On a un peu oublié qu'il y a des règles, il y a des codes, il y a des altimétries. Qu'on peut écrire de façon très simple. Enfin, ça paraît simpliste de le dire comme ça, mais dans les règles, par exemple, de la rue haussmannienne, il y a évidemment cette règle sociale de la promenade qui est inscrite comme telle et qui dimensionne le trottoir en fonction de la dimension des robes, même de ces dames, de pouvoir se croiser, s'arrêter, se saluer sans gêner le reste de la circulation. Donc en effet, c'est tout à fait possible de l'écrire comme tel. Et en termes de levier finalement concret, qu'est-ce que tu arrives à identifier au cours de ces différentes analyses ? Alors, les leviers, il y a plein de manières de remettre tous ces sujets sur la table. Alors déjà, il y a un sujet que moi j'aime beaucoup à l'agence dans la pratique, c'est la cartographie. Alors ça paraît un peu banal, mais on a un peu oublié la cartographie. La cartographie, pas seulement le plan masse, le bon vieux plan masse, plutôt cartographier les usages, cartographier les flux, cartographier les différents types de flux, les différents types d'usagers. C'est pas uniquement cartographier la voiture, mais c'est regarder aujourd'hui comment l'espace est pratiqué. Et la cartographie est un moyen de révéler ceux qui ne sont pas là ou ceux à qui on n'adresse pas la ville. Cartographier les itinéraires pour les enfants, la pratique des aînés sur l'espace public, le nombre de bancs, le nombre de lieux où on peut s'installer, s'asseoir, engager une discussion. C'est une manière de mettre en valeur ce qui existe ou ce qui n'existe pas, ce qui manque, ce qui n'est pas là et ce qu'il faudrait remettre sur la table. Je prends un exemple très concret, il y a un projet que je vous présenterai après, dans une collectivité dans la Mayenne, 8000 habitants. Le maire nous a interrogés sur un espace, un petit cœur d'îlot au pied d'un cinéma. Et il nous demandait, voilà, qu'est-ce que je dois faire de cet espace ? Est-ce qu'il faut faire une grande place ? Est-ce qu'il faut, j'ai un peu de foncier ? Est-ce qu'il faut faire quelques logements ? Voilà, je ne sais pas trop quel est le rôle de cette place. Et on a fait une forme de résidence, on a fait des observations, des enquêtes, des terrains, et on a cartographié les personnes qui parcouraient cet espace. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une population d'adolescents qui pratiquaient quand même pas mal l'espace, alors dans un petit coin derrière le cinéma, mais ça existait. C'était pas visible parce qu'ils avaient trouvé un petit coin sympa, mais la question des adolescents en ville est absolument déterminante et essentielle. Et on n'en parle pas. Et le fait de le cartographier, de révéler aux maires qu'il y avait cette pratique-là, qu'il ne fallait pas la nier et qu'il fallait au contraire réfléchir où était la place des adolescents dans la ville, ça a été une manière d'embarquer le sujet, de le faire exister et de faire réfléchir le maire aux différents lieux, bâtis ou non bâtis, qui peuvent accueillir la population des adolescents. C'est un sujet de santé et c'est un sujet de société.
C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré pas mal de chiffres un peu flippants aussi. Tu parlais de santé mentale, il y a aussi les capacités physiques de nos adolescents qui ont complètement chuté, les dispositifs, enfin, la capacité cardiaque aussi. Donc, c'est des chiffres dont on parle peu, mais en fait, c'est un vrai danger parce que on parle des enfants d'appartement. Les enfants ne sortent plus dehors, en fait, ils sont interdits d'espace public. Et donc, moi, j'ai beaucoup regardé la question d'autonomie des enfants. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on interroge nos grands-parents, ils nous racontaient qu'ils parcouraient 4 km. En tout cas, les chiffres, dans les années 50, les enfants parcouraient 4 km en autonomie. Et ils avaient 6-7 ans parfois. Donc aujourd'hui, quand on pense ça paraît complètement absurde. Parce qu'en fait, on est dans un environnement, une culture du stress, de la peur de l'accident, etc. Et moi, on m'interroge beaucoup en me disant, oui, mais c'est beaucoup plus dangereux avec les voitures aujourd'hui. Il n'y a pas plus d'accidents. Alors peut-être parce que les enfants ne sont pas dehors, parce qu'on ne les laisse pas sortir, mais il y a une perception du danger et du risque qui est plus importante avec les réseaux sociaux, avec la communication intense, etc. On a une perception du risque qui est beaucoup plus forte et qui nous interdit de laisser nos enfants qu'avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on crée les conditions d'un espace public qui permet de rassurer tout le monde. Tu parlais tout à l'heure d'ergonomie. Ouais. Je pense que ça, c'est fondamental. Et je fais aussi le lien sur ce que tu disais sur la cartographie. Il y a des artistes qui aussi aujourd'hui travaillent sur la cartographie sensible. C'est un sujet auquel nous on s'intéresse tout particulièrement. On essaie de pousser, on fait de la pédagogie auprès d'élèves de master en géographie, en urbanisme, etc. Et à leur faire construire des cartographies sensibles. Il y a une artiste australienne, je ne sais pas si tu la connais, qui a beaucoup travaillé dans les gares et qui a été dans les gares, en fait, refaire complètement la cartographie des flux des gares en ne prenant en compte que les personnes qui étaient là en permanence ou qui avaient en fait un témoignage historique de la gare. Et c'est hyper intéressant parce que ça redessine complètement les besoins de la gare qui, la plupart du temps, aujourd'hui, sont redessinés uniquement pour des besoins commerciaux. Et ça permet d'appréhender aussi notre sujet de l'hospitalité. Dans notre recherche, on le regarde aussi du point de vue de ces lieux fondamentaux qui sont des lieux de refuge et des lieux sans rendez-vous. Le hall de gare, c'est normalement un lieu sans rendez-vous, un lieu de refuge, un lieu dans lequel on vient s'abriter et trouver un toit. Donc c'est assez fondamental. Il y a une autre artiste qui est géniale, Larissa Fassler, qui est, je crois, d'origine berlinoise, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fait des cartographies qui nous ont inspirés dans nos travaux, notamment sur la place de la Concorde. Elle a dessiné les flux piétons sur la place de la Concorde. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont elle représente tous ces flux, parce qu'elle fait beaucoup d'enquêtes, d'observations, on se rend compte par rapport à l'immensité de cette place, les quelques mètres carrés en fait qui sont vraiment dédiés aux personnes qui traversent cet espace, aux piétons. Et c'est assez frappant de voir justement à quel mètre carré s'adressent les piétons, à quel mètre carré s'adressent les voitures, et même à quel mètre carré servent à rien, quoi, ne sont accessibles ni pour les voitures ni pour les piétons. Et c'est intéressant de révéler ces éléments-là. Alors justement, là, la question s'adresse peut-être un peu à vous deux. On a commencé à comprendre un peu quel type de public finalement vous alliez chercher. J'ai presque envie de dire l'inverse, c'est-à-dire finalement quel est le type de public qui vient auquel vous vous attendiez pas. Khaled, par exemple, c'est quoi la surprise à un moment donné et dans ceux qui participent, notamment dans le parti pris des œuvres. Tu vois, c'est quoi la surprise, quoi. On ne sait jamais, c'est toujours une surprise. Je rebondis parce que je voulais te poser cette question-là aussi, et qui est à l'opposé de ce qu'on vient de se dire. Mais est-ce que quand même, in fine, il y a des choses qu'on arrive à dupliquer? On apprend de cette expérience, par exemple Arcadia, dans 3 ans, on se dit, mais est-ce que Arcadia, on ne peut pas le faire ailleurs? Est-ce qu'il y a quand même cette logique d'un moment de dire, il y a des bénéfices à porter cette démarche et on va la dupliquer. Évidemment, volontairement, je suis un peu caricaturale dans le côté standardisation, mais est-ce que c'est possible? Parce que les échelles sont aussi parfois très très grandes, en fait. C'est comme concept global, oui, c'est possible. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est des installations d'œuvres in situ. C'est nécessaire de la projet être
né de la site, de le contexte. Voilà, on peut dupliquer le concept, mais je ne crois pas les projets, parce qu'Arcadia marche bien ici, mais peut-être d'ailleurs, on ne sait pas. Déjà, la meilleure réussite du projet, c'est la façon dont il est pratiqué, utilisé et par le plus large public possible. S'il s'adresse qu'à un public ou qu'il s'adresse à un usage en particulier, c'est assez restrictif. Et en fait, à l'heure où on cherche des mètres carrés, finalement, pouvoir amplifier l'usage des mètres carrés des espaces en commun, qu'ils soient publics ou privés, mais qui accueillent du public, plus il vit et plus il accueille des saisons différentes, des événements. Il n'a pas le même usage la semaine, le week-end. Il n'a pas le même usage pendant les vacances scolaires, hors vacances scolaires. Donc, l'appropriation de cet espace, déjà, c'est une marque de réussite. Alors moi, je dis souvent, parce qu'on aime bien les labels, les indicateurs, les indices, on adore ça, surtout les Français, on adore ça. On fait des cahiers des charges, des trucs de malade pour se fixer des objectifs. Et je dis souvent, le meilleur indicateur, c'est la présence d'un enfant en autonomie dans un espace public dans la ville. C'est-à-dire que si vraiment on a réussi à créer les conditions d'accueil d'un public plus jeune et qui crée en fait un niveau de rassurance pour tout le monde, qu'il y a une sorte de coveillance aussi qui s'est installée sur l'espace public, les adultes, les plus petits, les aînés, etc. C'est un super indicateur de réussite. C'est pareil, par exemple, pour les pistes vélo, on me dit, c'est comment tu évalues si une piste vélo, elle est réussie ou pas? Si c'est les vélos taffeurs tous les matins qui la pratiquent et personne d'autre, je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment inclusive et universelle. Par contre, s'il y a des petits qui l'empruntent ou des personnes âgées qui sont aussi plus rassurées pour l'emprunter et pas impressionnées par les vélos taffeurs qui vont à fond, voilà, si le public est plus large et que les générations commencent à s'installer sur cette voie vélo, c'est qu'elle est suffisamment confortable, elle est bien dimensionnée, elle est rassurante, donc elle est un peu plus inclusive. Elle peut pas accueillir forcément toutes les pratiques, parce qu'il y en a qui seront toujours... voilà. Mais elle doit être le plus large possible. Donc c'est ça qui est intéressant. En observant, on regarde comment ces espaces sont pratiqués, ils sont vécus. On partage ensemble les réflexions au sein du comité scientifique La Défense 2050. Pourquoi je dis paradoxe? Parce qu'à la fois, c'est un quartier qui est conçu sur la dérive, l'indétermination. C'est écrit dans l'historique du quartier à l'époque. Et en même temps, qui progressivement s'est adapté de façon, comme le dit Joseph Kessel, monstrueuse, donc c'est-à-dire en absorbant des crises économiques, en devenant le quartier de la performance financière par excellence, avec une qualité qui est quand même incroyable, c'est-à-dire cet espace public qui est réparti quelque part dans ces 30 hectares, on ne sait pas trop, et encore je dis ça, mais tu l'as très bien étudié. Est-ce que tu peux nous partager ce sujet? Parce que je pense qu'il est vraiment important, et la collaboration que tu as faite notamment aussi avec Emma Villarem sur la sensibilité est vraiment intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce de monstre, la défense, et qui a beaucoup de fantasmes sur l'évolution de la défense, puisque la réflexion qu'on nous avait demandé, c'est quoi la défense en 2050? Et que le réflexe parfois un peu facile est de rêver à du technosolutionnisme, des drones, des taxis, de l'ascensionnel, enfin voilà, des choses un peu incroyables, parce qu'on ne sait pas comment le saisir, ce monstre-là, en fait. On ne sait pas comment l'aborder, il est tellement gigantesque et il pose tellement de questions de liens que voilà, la réponse, parfois on se dit, il faut être dans le futur, mais dans une forme de futur un peu techno. Et en fait, quand on a commencé à discuter tous ensemble sur ce projet, et notamment avec Emma Villarem, qui est docteure en neurosciences cognitives, ce qui était intéressant, c'est de changer un peu la façon dont on perçoit et on appréhende ce quartier, et de s'interroger sur comment est vécu cet espace par l'ensemble de ses usagers. On les a incités à changer de regard, à interroger les autres usagers peut-être plus invisibles, les habitants, les étudiants, les personnes qui le traversent, qui viennent bosser très tôt le matin ou qui arrivent très tard le soir, qui sont dans des horaires décalés et qui n'ont pas la même perception de la défense que ces personnes qui sont de l'heure de pointe du matin et du soir, et qui avaient plein de perceptions différentes et qu'il fallait considérer toutes ces perceptions. Et finalement, dans les discussions qu'on est arrivé, parce que l'objectif était de faire une planification de la défense pour les 25 prochaines années, très vite, on les a amenés sur un sujet sur lequel ils s'attendaient un petit peu moins. On s'est dit, le plus fort enjeu, le plus gros défi à la défense, c'est de trouver son chemin dans cet espace public qui est le plus grand espace piéton d'Europe. Donc c'est une opportunité, c'est une chance exceptionnelle. Mais de réussir à lire
relire l'espace urbain, arriver à être guidé, à voir les itinéraires, les parcours qu'on doit prendre pour se déplacer d'un espace à un autre. Et quand on est sur une espèce d'esplanade gigantesque avec ses ramifications, on est un peu perdu. Donc je vous partage juste 2 images qui en fait étaient une manière d'aborder cette transformation. Donc là, c'est un extrait de cette dalle de la Défense. J'ai fait exprès de ne pas prendre l'axe de la Grande Arche et de regarder un peu sur le côté. On a une collection d'architecture, on a du mal à se repérer, on a des trémies, voilà, on a quelque chose de très minéral, un peu dur. On a quelques panneaux, vous vous apercevez une petite signalétique, mais je mets à défi n'importe qui d'arriver à se repérer avec cette signalétique-là. Et donc, on a voulu juste proposer une nouvelle manière de percevoir cet espace en se disant que finalement, il ne fallait pas casser toute la dalle parce que de toute façon, il n'y a plus d'argent. Donc, ce n'est pas possible de faire ça. Parce qu'on est encore dans le délire de on casse tout, on recommence. C'est fini, ça. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà, il faut passer à autre chose. On ne va pas faire ça. Par contre, de retrouver une échelle humaine dans cet environnement qui est hors d'échelle, de retrouver des parcours avec des gabarits qui sont plus appropriables, de donner des directions avec un nouveau paysage, de planter très simplement, parce que voilà, comment la végétation peut guider, peut séparer les flux, parce qu'il y avait voilà, on pense que sur une grande esplanade, il y a de la place pour tout le monde. En fait, non, ça se passe pas comme ça dans l'espace urbain. Voilà, on pense que si on met rien, ça va bien se passer, les gens vont être bien ordonnés. En fait, il faut protéger les piétons, donner des priorités, et donc donner des codes de ces aménagements-là, des codes de la mobilité. Donc, il faut orienter les flux des vélos, des voitures, etc. Enfin, les voitures sont en dessous, mais surtout les piétons. Donc, c'était une forme d'approche un peu disruptive pour ces commanditaires-là, parce qu'ils ne s'attendaient pas vraiment à ça. Et après, ils ont été embarqués sur ces questions parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, si on trouvait son chemin et qu'on engageait une évolution du cadre de cette dalle qui est un peu hostile, c'était aussi une manière de proposer des espaces un peu refuges, des espaces un peu ressourçants, parce que c'est un peu ça le problème de nos métropoles, c'est qu'on a du mal à se ressourcer, mais au sens cognitif du terme, c'est-à-dire qu'on est tellement saturé de bruit, de pollution, de la vitesse, le fait d'être dans une efficacité, on optimise chaque minute, on n'a pas le même rythme quand on est en ville que quand on est à la campagne, quoi. C'est vraiment une espèce d'intensité. Cette saturation fait qu'on est un peu submergé par ça et on a du mal à se ressourcer, donc retrouver des espaces de bien-être, de respiration. Ce ressourcement, il se fait souvent dans la cellule privée, dans l'appartement. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer ces espaces-là aussi sur l'espace public qui peuvent créer des troubles psychiques importants. Tout à fait. On parlait de santé mentale, voilà, on parle beaucoup d'accroissement de la dépression après le Covid. On parle du repli, de la solitude aussi. On n'en parle pas assez, mais il y a aussi énormément de solitude en ville. Et donc, on doit réussir à recréer des espaces où on a envie d'aller en bas, on peut croiser quelqu'un, on peut se rafraîchir, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un enjeu écologique et climatique dans ces projets-là. Ce n'est pas uniquement faire des chemins pour les vélos. C'est aussi une manière de créer un espace public où on peut se rafraîchir le soir, avoir un espace qui n'est pas en plein cagnard, parce que la dalle de la Défense, on a fait des mesures. Hein, c'était au mois de juin, mi-juin, il faisait 50 degrés à certains endroits sur la dalle de la Défense. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions de repli, les gens empruntent les tunnels pour pouvoir se déplacer sur la dalle. Bon, bah ça, ok, 1 ou 2 jours, on prend un tunnel, mais dans les années à venir, en fait, il y aura des semaines entières où on ne pourra pas marcher sur la dalle. Donc on doit changer le décor pour accueillir tout le monde et les accueillir dans des conditions qui fait que climatiquement, on s'y retrouve et on adapte notre espace urbain à ces problématiques-là. Donc, habitabilité et lien social, on retrouve nos 2 enjeux. Et on oublie un public très important aussi à la Défense, de personnes qui sont dans une extrême pauvreté, qui vivent sous la dalle. Donc en plus, envisager les sous-sols à un moment donné, c'est quand même se dire qu'il faut aussi régler le problème de la pauvreté. Je rebondis également parce que sur la Défense, le moyen de se repérer, c'est quand même le plus simple, c'est les œuvres d'art qui sont devenues des éléments fondamentaux pour se repérer aussi dans l'espace. On sort au Calder ou au Miro. Je rebondis aussi sur ce que tu disais sur le réaménagement et les enjeux d'îlots de chaleur. Peut-être pour présenter les autres exemples que tu avais préparés. Mais je vais vous présenter une autre échelle, ce projet que j'aime bien. Donc là, on est à Évron, dans la Mayenne, je vous en parlais tout à l'heure. Vous apercevez au milieu de la place un cinéma. Je vais vous mettre la photo, ce sera plus parlant. Voilà, ça c'est le cadre. Donc le cadre, il est un peu dur. C'est une sorte de grand parking, un espace un peu asphalté. Les gens traversent cet espace, mais il n'est pas très animé.
Et nous, ce qui nous a frappé, parce qu'on travaille beaucoup sur des territoires à ces échelles-là, parce que c'est des petites villes, mais il y a l'enjeu de l'espace public, il est absolument fondamental. Il y a la plupart des villes qui n'ont pas d'espace public. Souvent, c'est la départementale qui passe devant la mairie, devant l'église. On connaît tous ces villages, ces petites villes qui sont le long des grandes infrastructures où il y a les poids lourds qui passent un peu toute la journée. Il y a un enjeu très fort d'avoir un espace public. Et la mairie, elle donne sur la départementale, l'école, elle donne sur la départementale. Et il n'y a pas de lieu où on arrive à se retrouver et à justement fabriquer cette relation au corps social. Et là, donc l'enjeu de ces territoires, c'est d'arriver à fabriquer des espaces où on a envie de se retrouver, on a envie de cohabiter et notamment d'avoir la question de la relation entre les générations. On parle pas beaucoup, enfin on n'en parle pas assez, mais de la crise de la démographie et du vieillissement de la population. Et on doit aborder des stratégies très fortes pour accueillir nos aînés en ville, cohabiter tous ensemble. Voilà, je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est un sujet qui est vachement important. Et donc, on doit créer ces espaces-là. Donc là, très simplement, en fait, on a fait un projet qui est avec des moyens légers, parce qu'on est sur des petites collectivités qui n'ont pas des budgets illimités. On est venu un peu décrouter l'asphalte, enlever tous les espaces où on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de flux. Donc on a mis du pavé engazonné, on a essayé de rafraîchir parce que c'est un îlot de chaleur, il fait très très chaud parce que c'est de l'asphalte en fait. Donc on a essayé tous les mètres carrés qui ne sont pas dédiés à la circulation sont végétalisés, voire très végétalisés. On a essayé d'identifier des endroits où les enfants pouvaient jouer, les ados pouvaient se retrouver. Et puis ça fait un peu écho à ton travail, c'est-à-dire que l'installation, alors là c'est pas une œuvre d'art, c'est un vulgaire portique, mais je veux dire une installation crée un événement dans l'espace et en fait commence à donner une forme de limite de cet espace et une invitation à se retrouver, à être dans une forme d'appropriation aussi. On n'est plus sur les codes, on a changé les codes en fait. On a changé les codes de la rue, on a changé les codes de l'espace. Et ce changement de code fait qu'on a un autre sentiment d'appartenance ou un autre sentiment justement d'hospitalité, d'invitation à le parcourir, à se l'approprier, à s'arrêter, à s'asseoir, à sortir des tables de pique-nique, à faire des événements, à sortir. On a fait un projet qui est compatible pour les jours de marché pour que le marché puisse s'installer à cet endroit-là avec les camions des marchands. Voilà, l'idée c'est d'avoir un lieu qui peut vivre en fonction des événements dans la ville. Et ça fait un peu écho, très modestement, mais à la question de l'œuvre d'art et de l'installation artistique. En fait, ce qui est vachement intéressant dans le travail d'Arcadia, c'est ça change les codes du lieu. Et ça change du coup la manière dont on se sent peut-être invité à profiter de ce lieu, à s'installer, à monter, à le parcourir. Quand on est un enfant, c'est génial les installations parce que tout de suite, d'ailleurs c'est assez marrant de voir comment les enfants s'approprient ces dispositifs. Ils sont beaucoup plus désinhibés que nous. Ils escaladent et tout. Après, ça pose des questions de sécurité parce qu'on travaille beaucoup sur la question du jeu. Donc c'est assez marrant. C'est pour ça que je posais aussi la question à l'aide des publics parce que ce serait quand tu dis on fait une école avec des enfants et les enfants participent au projet d'école, finalement, il y a un truc qui doit quand même, et c'est un peu déroutant aussi, je veux dire, définir un cadre pour construire avec un enfant, c'est pas le même cadre que de définir avec une équipe. Voilà, donc je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est accepter peut-être que quelques éléments ne seront peut-être pas parfaits. C'est aussi ça l'enjeu. Là, pour Arcadia, c'était les étudiants de la... sont adultes, ils n'ont pas des enfants. Ils étaient déjà un peu sachants quand même. Je t'avais parlé de Sébastien Préchou qui disait moi en fait mon œuvre si elle est dégradée c'est pas grave. Il y a un sujet derrière ça parce qu'il y a le sujet de dire on fait une œuvre dans l'espace public. Faire une œuvre dans l'espace public, c'est accepter qu'elle n'est pas sacrée. À un moment donné, elle va être dégradée, utilisée, etc. C'est une façon aussi peut-être de mettre un budget plus modeste, de dire que c'est dans un temps limité, etc. Mais quelle est toi ta relation à ce qu'on perçoit comme une dégradation, mais qui est plutôt une forme d'utilisation finalement. Moi, je le perçois plutôt comme une réussite, mais comment tu perçois ça? Déjà, la question de sécurité, c'est la plus grosse question de l'espace public. Mais si on ne regarde pas cette question, je trouve il faut que la ville change. Parce que chaque génération, chaque usagère, moi, je suis contre la pérennité pour les aménagements urbains. Il faut réinventer la ville. C'est pas quelque chose de fixe.
je trouve qu'il faut toujours laisser cette petit espace, petit geste pour évolution. Je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être de regarder aussi la pluridisciplinarité dans laquelle on est invité à travailler aujourd'hui. Peut-être en dire un mot sur comment on doit aussi pouvoir accepter que si on écrit différemment un cahier des charges, il faut accepter d'intégrer des disciplines avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler, et des publics aussi avec lesquels on ne travaille pas habituellement. Oui. De manière naturelle, quand on travaille sur un espace public, on est obligé d'être totalement interdisciplinaire, le plus large possible. Et ça invite des nouvelles expertises qu'on avait moins l'habitude d'embarquer à l'époque. Alors, les sociologues, les anthropologues, bien sûr. Faire des ateliers de co-conception ou de réflexion avec des publics très larges, notamment les enfants, le milieu associatif, les gens qui pratiquent l'espace aujourd'hui. Des ergonomistes, des spécialistes de l'accessibilité universelle, des docteurs en neurosciences cognitives. Donc ça, c'est des expertises qu'on avait moins l'habitude de voir déjà dans les cahiers des charges. Maintenant, on voit urbanisme favorable à la santé. On nous demande des experts dans les cahiers des charges. Avant, ça n'existait pas du tout. Il y a vraiment la notion de préparer très humblement l'espace pour les prochaines décennies et pour les générations à venir. Un petit mot de la fin. Pour ajouter justement pour les pérennités, travailler dans le monde au festival nous obligeait toujours à penser comment on va démonter avant monter. Parce que cette œuvre va rester une semaine, après il faut démonter et il faut penser comment on va démonter et faire quoi avec tout ce matériel. Après, comme je dis, ensemble, c'est notre première pérenne. Mais toujours, c'est pérenne, mais on est monté en façon qui est vraiment facile à démonter. Même pour les foundations, pour les fondations, on n'a pas utilisé des bétons, on a utilisé des vis métalliques directement micropiaux dans la terre qui sont faciles à démonter aussi. Concevoir un espace, c'est créer des conditions d'accueil pour les corps, les recettes, les différences. On essaie toujours de fabriquer des architectures qui prennent soin, à la fois légères, reversibles, faites de matériaux récupérés, mais surtout habitées par des gestes partagés. On va prendre quelques questions. Bonsoir, merci beaucoup pour vos 2 interventions. J'aurais 2 questions pour Madeleine. Quel regard portez-vous sur l'intégration de ces sujets, de ces approches dans la formation initiale des cursus en architecture, urbanisme, paysagisme? Et deuxième question, quel regard portez-vous sur l'intégration de ces sujets par les agences d'urbanisme qui sont censées apporter des conseils et de l'ingénierie aux collectivités territoriales et qui sont des relais indispensables pour essaimer ces pratiques? Merci. C'est une super question. Première question. Difficile. Moi, dans ma formation, ça date un petit peu maintenant, mais dans ma formation d'architecte, et j'ai l'occasion d'un peu enseigner, mais pas beaucoup, vraiment très ponctuellement, on commence à embarquer ces questions de sciences sociales, sciences cognitives, on commence à intégrer des expertises qui n'étaient pas présentes initialement dans la formation. Moi, je n'ai pas du tout été formée à ça à l'époque. J'étais formée à l'acte de bâtir. Donc déjà, j'étais pas très à l'aise avec ça parce que moi, j'avais pas envie de construire. En plus, à l'agence, on fait que de la réhabilitation, par exemple. On ne travaille pas sur des territoires où on va artificialiser des sols. C'est un choix, ça réduit un peu la commande, mais c'est pas forcément l'enseignement que j'ai reçu. Aujourd'hui, on parle de ménager et pas forcément d'aménager. Et donc, je vois que les étudiants et les formations qui sont enseignées aujourd'hui ont quand même vachement évolué par rapport à moi, ce que j'ai vécu il y a quelques années maintenant. Donc, je trouve que c'est plus pris en compte. Ça interroge vraiment l'acte de... Justement, tu parlais de... faut plus démolir. Aujourd'hui, voilà, dans les écoles, je trouve qu'il y a tout un mouvement sur l'acte de démolir et les alternatives qu'on peut mettre en œuvre, la réhabilitation qui revient au cœur de l'enseignement, alors qu'avant, moi, à mon époque, c'était
la réhabilitation, ça n'avait aucun intérêt. Il fallait signer, il fallait construire, il fallait le geste. Enfin, tous ces sujets-là, on pourra en parler pendant longtemps, mais j'ai un avis sur la question du geste, etc. Donc, je trouve que ça a beaucoup évolué et ça va dans le bon sens. Il y a encore du chemin à faire, notamment sur les sciences cognitives, la dimension du sensible, qui n'est pas encore hyper abordée, je trouve. La sociologie a été très embarquée, l'anthropologie, mais la question de la sensibilité, de la perception. Moi, je travaille aussi sur la question des troubles autistiques et la façon dont on vit l'espace urbain. C'est un sujet qu'on a travaillé sur la place de la Concorde, par exemple. On s'est dit, au début, on était là, comment on fait pour traverser la place de la Concorde? Parce que la place de la Concorde n'est pas traversée. Les gens, ils arrivent devant et ils vont dans le métro. Faut être courageux pour traverser la place de la Concorde. C'est pas très agréable, quoi. Mais ça, c'est pour des personnes... on va dire, bien portantes, en bonne santé, qui s'interrogent si elles vont traverser. La question des personnes qui ont des troubles autistiques, elles vont même pas près de la place de la Concorde, quoi, voilà. Et du coup, on s'est interrogé sur quels sont les lieux dans Paris où les personnes qui ont des troubles autistiques peuvent se retrouver, être bien, et comment on arrive à intégrer ces questions-là. Donc ça, je pense ça mérite d'être encore plus investi dans les écoles et dans les formations. Ça l'est, mais pas suffisamment. Donc voilà, la dimension du sensible doit être plus engagée. Après, sur les agences d'urbanisme. Moi, j'ai commencé ma carrière en agence d'urbanisme. J'ai fini ma formation d'architecte et je suis tout de suite intégrée l'agence d'urbanisme de la ville de Paris, la PUR. Et j'ai été très embarquée sur la question des grandes politiques urbaines, la question de la gouvernance, les grands projets urbains, etc. Alors, je ne sais pas comment ça se passe vraiment aujourd'hui à l'intérieur des agences, mais par contre, la question de la cartographie, la question de la mise à disposition des données essentielles pour faire les bons projets, c'est le travail des agences d'urbanisme et c'est ce qu'elles font aujourd'hui. Je pense à Paris, mais parce que moi je connais celle de Paris, mais il y en a d'autres. Donc la question de la mise à disposition de ces données clés, notamment la question du climat, comment on cartographie à partir du climat. La question de l'échelle aussi est très importante et ça, les agences d'urbain ont un rôle de dingue à jouer. Souvent, on est sur des projets avec des commandes sur des lieux très spécifiques, des parcelles, etc. Les agences d'urbain, elles ont une vision plus globale et pour pouvoir avoir des stratégies à l'échelle communale, voire extra-communale. Et ça, c'est absolument essentiel pour engager des transitions, notamment écologiques. On ne peut pas juste regarder projet par projet. Il faut avoir une culture plus générale pour regarder quels sont les points de vulnérabilité. Et ça, pour moi, c'est aussi un travail des agences d'urbanisme, c'est identifier les lieux les plus vulnérables, soit au sens du climat, soit social, soit en termes de cohabitation des mobilités. Et c'est une manière de commencer à prioriser où est-ce qu'on doit agir, comment on agit, etc., etc. Eh bien, on va conclure cette soirée. Je vous remercie vraiment chaleureusement, Madeleine et Khaled, d'avoir bien voulu accepter cette discussion. J'espère que vous avez tous passé un bon moment avec nous. Merci à tous.